Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui. Nourdine Saleh, journaliste radio, en la présence de Monsieur Marc-André Groux, qui est avocat d'affaires avec la firme BCF, la firme d'avocats BCF. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes dans le contexte de la COVID-19, de la pandémie, et le changement qui est en train de prendre lieu, surtout concernant le retour au travail et les droits des employés pour ce retour au travail. À vrai dire, avec la réouverture graduelle de l'économie et le retour des employés sur les lieux de travail, certains employés, ils se demandent, ils ont une crainte que leur santé ne soit en danger et se demandent s'ils ont le droit de ne pas revenir. Vraiment une question de droit que Maître Groux va nous éclaircir là-dessus. Je vous donne un exemple, justement un exemple très récent de l'Alberta. Le syndicat des travailleurs de l'usine de transformation de viande de Cargill, il a tenté d'arrêter sa réouverture mentionnant la sécurité et la santé de ses employés. Et ils ont affirmé que, par exemple, la grande majorité des employés ont une crainte de revenir. Donc, c'est pour cela que j'ai invité Maître Groux à venir nous parler, à nous éclaircir, à nous donner son avis d'expert sur ce sujet-là. Maître Groux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir. Merci à vous de l'invitation. Merci bien. Donc, Maître Groux, comme la question le demande, elle est très claire. Qu'est-ce qui empêche ou n'empêche pas les employés de revenir à la demande de leur employeur? C'est sûr qu'il y a un cadre où il y a beaucoup de cadres. Il y a la loi, il y a le syndicat, et il y a la convention collective, etc. Mais une personne doit avoir cette information d'une façon simple. Donc, je vous laisse à vous la parole de nous expliquer. Bien, merci beaucoup. En fait, donc à la question précise, une réponse directe. En fait, l'employé doit revenir au travail sur demande de l'employeur. Okay? Donc, c'est en droit québécois, c'est très clair. Donc, lorsque l'employeur est prêt à revenir au travail, à rouvrir le commerce et qu'il demande à ses employés d'entrer au travail, ceux-ci doivent entrer. Donc, c'est le principe de base. Vous avez élaboré tout à l'heure en entrée de jeu toute la question du droit de refus de travail. Moi, je vais vous parler du droit québécois. Je suis un avocat au Québec. Je ne suis pas un spécialiste de la question en Alberta, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au Québec, les employés qui estiment faire face à un danger pour la santé ou leur sécurité peuvent exercer un droit de refus. Toutefois, ce principe est encadré de façon très restrictive. Donc, on interprète le tout de façon restrictive. Il faut vraiment qu'il y ait une situation de danger. Et la meilleure explication, je crois, pour illustrer le concept, c'est l'image des feux de circulation. En fait, j'ai repris cet exemple d'une de mes collègues, pour la nommer Claudia Parent, qui est avocate et associée au bureau de Québec chez BCF. Et c'est une explication à ce jour que je trouve extraordinaire, excellente là, pour illustrer le concept de refus de travail. Alors, prenons par exemple un feu vert. Donc, on est à une situation dans une entreprise où il n'y a aucun risque pour la santé ou la sécurité d'un travailleur. Je pense notamment, par exemple, à un commis de bureau, je pense à une secrétaire, par exemple, où les risques liés à la santé et la sécurité sont plutôt faibles. En fait. Donc, on est dans un environnement contrôlé et tout. Donc, on est en milieu de feu vert. Par la suite, on peut avoir une situation de feu jaune. Un feu jaune, c'est lorsqu'il y a des risques au travail. Par exemple, dans le milieu de la construction, un ouvrier qui se présente sur un chantier, ben, le travail de la construction, le fait de manipuler des outils qui peuvent être dangereux, le fait de pouvoir travailler parfois en hauteur, ça comporte des risques. Et à ce moment-là, on peut se retrouver en situation de feu jaune. Mais ça, la situation de feu jaune, ça ne permet pas à un employé d'exercer un droit de refus de travail. Okay? Donc ça, c'est bien important de le mentionner. Et en présence d'un feu jaune, eh bien, l'employeur va prendre des mesures justement pour atténuer le risque, voire l'enlever complètement. Donc, par exemple, sur un chantier de construction, eh bien, dans certaines situations, les employés doivent porter un casque, par exemple. Lorsqu'ils sont appelés à travailler en hauteur, eh bien, ils doivent s'attacher. Donc,
ce sont des situations où, oui, il y a un risque, mais avec les correctifs et avec les mesures que l'employeur doit mettre en place, eh bien, on est en situation de feu vert ou de feu vert jaune, en fait. Mais c'est une situation qui est considérée acceptable au sens de la loi. Et on a la situation où il y a véritablement un danger. Là, c'est un feu rouge. Pour reprendre l'idée ou l'image, en fait, de la construction, si vous êtes, par exemple, un travailleur qui est au 32e étage d'un immeuble qui est en construction et que vous êtes à quelques pouces du bas, en fait, du précipice, en quelque sorte, et que vous n'êtes pas attaché, eh bien là, on est en situation de feu rouge. Vous êtes appelé à manipuler, par exemple, des planches et vous êtes à quelques pouces de tomber en bas. On est en situation de feu rouge. Un employé pourrait, dans ce cas-là, exercer un droit de refus. Évidemment, c'est un exemple grossier, mais c'est quand même pour expliquer la différence entre le risque et le danger. Le Donc, danger, entre le feu exact. jaune et le feu rouge. Maintenant, tout ça, bon, c'est sûr que dans un contexte où il y a la pandémie, eh bien, c'est une situation qui est somme toute nouvelle. Évidemment, en droit de travail, on a des situations parfois où on le voit dans les systèmes de santé où il y a certains risques. Il y a certains risques, effectivement, auxquels les travailleurs sont exposés. Mais comme dans ce milieu-là, eh bien, les employeurs, présentement, sont appelés à appliquer des normes qui ont été adoptées par l'Institut national de la santé publique du Québec et la CNESST. Donc, il y a des guides à l'attention des employeurs pour diminuer les risques. En fait, on pourrait qualifier la situation de la COVID présentement comme étant un feu jaune, c'est-à-dire ça présente des risques. Donc, par exemple, si un commerce est ouvert, c'est sûr que tous les clients qui peuvent s'y présenter, s'ils sont asymptomatiques, mais ils peuvent contaminer, par exemple, les autres, ça présente un risque, évidemment. Donc, l'employeur doit mettre en place des mesures pour atténuer le risque, voire l'éliminer. Et les recommandations qui ont été adoptées par les organismes que je vous ai nommés, l'INSPQ et la CNESST, eh bien, ce sont des mesures qui nous permettent d'aller d'un feu jaune vers un feu vert. En fait. Donc, on est dans une situation où les employeurs doivent appliquer ces mesures. Par exemple, favoriser le lavage des mains, donc avec l'eau tiède, l'eau savonneuse pendant 20 secondes. Si on n'a pas accès à de l'eau pour se laver les mains, à tout le moins une solution hydroalcoolique. On demande également de désinfecter le milieu de travail, donc l'espace de travail régulièrement. On demande également de favoriser la distance du 2 mètres. Et donc, il y a un paquet de mesures dans ces documents que je vous invite d'ailleurs à consulter si vous avez quelques minutes, parce qu'effectivement, ce sont des obligations qui incombent à l'employeur, mais il faut également savoir que la loi sur la santé et la sécurité du travail impose des obligations également aux salariés. Donc, dans la mesure où on vous demande d'appliquer ces mesures-là en milieu de travail, eh bien, vous devez le faire parce que ça vise non seulement à protéger votre santé, mais également celle de vos collègues et de votre famille. Tout à fait. Donc, essentiellement, la situation de la peur de retourner au travail, la peur, la crainte, ce n'est pas un motif pour exercer son droit de refus. Okay? Et c'est tout à fait normal d'avoir peur dans le contexte actuel. C'est un virus qu'on apprend à connaître. Ça fait peut-être 2 mois maintenant que le confinement est commencé. Exact. Donc, on en apprend à tous les jours sur ce virus-là, mais la peur n'est pas un motif en droit. Alors, et l'important, je crois, si je peux me permettre, c'est pour les employeurs d'avoir une discussion avec les salariés. Donc, d'avoir une discussion franche. Et si les salariés ont des peurs, ont des craintes, l'idée, c'est d'en discuter avec l'employeur. C'est de favoriser le canal de communication. Et parce que souvent, on peut avoir des craintes, mais quand on se fait expliquer les mesures, quand on se fait expliquer de quelle manière on va les appliquer, eh bien, ça atténue les craintes, ça atténue les peurs. Donc, c'est ce qu'on recommande essentiellement. Par la communication, on peut éviter beaucoup de ces imbroglios-là. Merci pour cette métaphore, pour cette image des feux de circulation. C'est vraiment très clair. C'est l'idée vraiment, c'est le risque et le danger. Et là, on va du vert au jaune au rouge, bien sûr. Exactement. Et c'est vraiment, c'est pas comme la situation où, par exemple, une personne, il doit rester à la maison pour prendre soin d'un petit enfant. Là, c'est quelque chose. Là, c'est différent. Ben, en fait, c'est qu'effectivement, on a des situations, et c'est des situations qui sont gérées au cas par cas. Okay? Exact. Donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un père ou une mère monoparentale d'un enfant de 15 ans. Bon, on prend l'exemple peut-être un peu grossier, mais essentiellement, donc cette personne-là n'a pas de motif vraiment pour demeurer à la maison pour s'occuper de son enfant. On présume qu'à 15 ans,
l'adolescent ou Il peut se l'adolescente est capable de débrouiller, se garder manger, plus de... prendre sa douche, etc. Oui. Tout à fait. C'est sûr, j'exclus ici les cas où on peut avoir, par exemple, un adolescent qui a des besoins quotidiens, une personne handicapée, évidemment, Mhm. on va devoir prendre soin de cette personne. Mais essentiellement, c'est sûr que la situation est différente dans la mesure où, par exemple, j'ai une mère ou un père monoparental de 2 enfants de 6 et 8 ans. Les enfants ne retourneront pas à l'école parce que le conjoint ou la conjointe est immunosupprimé. Cette personne-là doit continuer à travailler dans un environnement, disons, sécuritaire et tout. Et là, la personne doit rester à la maison parce que sinon, il n'y a personne pour garder les enfants. Alors là, c'est un exercice où l'employeur et l'employé doivent discuter de la situation. Et on doit évidemment évaluer l'ensemble des mesures pour atténuer le fait que l'employé compte être absent du travail. Donc, c'est un exercice d'aménagement du travail. Ce n'est pas un exercice au sens de la loi d'accommodement raisonnable. Puis, il y a une distinction entre les deux parce qu'effectivement, le salarié doit remplir sa prestation de travail, mais la bonne foi, elle est présente des deux côtés. Elle est présente du côté de l'employé et elle est présente du côté de l'employeur. Et il faut discuter de la situation. Donc, c'est vraiment, c'est géré au cas par cas, ces situations-là. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la situation du salarié, ça dépend... et ce qu'on invite également les employeurs à faire dans ce contexte-là, c'est de poser un peu plus de questions aux salariés. Donc, généralement, on essaie de ne pas trop poser de questions, évidemment, qui entrent dans la vie privée du salarié. Mais dans ce contexte-là, c'est le genre de questions qui est tout à fait justifié parce qu'on essaie de trouver une solution qui est acceptable pour tous. Donc, voilà. Mais c'est un exercice d'aménagement. Ce n'est pas un exercice d'accommodement. Il faut faire bien, bien attention. L'employeur n'est pas obligé d'accommoder le salarié dans ce contexte-là, mais il doit quand même tenter de trouver des solutions avec le salarié. Parfait. Donc, de ce que j'ai compris, la conversation, elle est très intéressante, Maître Groux. Là, c'est vraiment la préséance, la priorité, c'est à la loi, au droit de travail. Après ça, viennent les conventions collectives, etc., ou les cas par cas. C'est bien ça, hein? Bien, en fait, c'est qu'on a la situation où il y a des employés au Québec qui sont syndiqués, donc ils ont une convention collective. Donc, il faut se référer aux mécanismes qui sont prévus par la convention collective. Et il y a également des milieux qui ne sont pas syndiqués. Donc, les employés sont sujets, en fait, aux normes minimales qui sont prévues à la loi sur les normes du travail et à d'autres lois connexes qui peuvent s'y rattacher. Donc, c'est sûr qu'en milieu syndiqué, il faut se rabattre sur la procédure que prévoit la convention collective, mais en quelque sorte, il n'y a pas beaucoup de conventions qui prévoyaient les situations de pandémie. Non, pas Donc, du tout. alors, à ce moment-là, il faut s'adapter, il faut discuter. La solution, elle réside dans la communication et la transparence de part et d'autre, par ailleurs. C'est ce qu'on recommande, évidemment, dans ce contexte-là. Et dans le milieu non syndiqué, bien, c'est effectivement... C'est comme dans une situation tout à fait normale. Bon, il y a des normes, effectivement, qui existent. Par exemple, lorsque vous devez vous occuper de vos enfants, vous avez le droit de prendre congé pendant 10 jours. Et si vous comptez 3 mois de service ou plus dans l'entreprise, les 2 premières journées de congé vont être rémunérées. Donc, ça, c'est important à savoir. Les conventions collectives vont généralement prévoir des congés personnels pour lesquels l'employé peut s'absenter. Certaines de ces journées-là vont être payées. Donc, c'est important de se référer autant du côté des employés que des employeurs dans un environnement syndiqué. Il faut se référer au texte de la convention collective. Parfait, parfait, excellent, très clair, merci. Maintenant, j'ai une question hypothétique. Ça se peut que Allez-y. vous n'avez pas la réponse, mais supposons que, par exemple, l'employé, il retourne au travail et malheureusement, il est infecté par Oui, le virus. oui. C'est quoi la démarche à prendre pour éviter, surtout qu'on veut toujours éviter des confrontations ou aller en cours ou faire des Ah plaintes. non, mais tout à Exactement, fait. c'est C'est tout ça. à fait compréhensible. C'est sûr que dans la mesure où l'employé est capable de démontrer qu'il a contracté la COVID au travail, à ce moment-là, ça devient dans le fond, ça devient une réclamation à la CNESST. OK. Avant, on appelait ça la CSST. Maintenant, ils l'ont regroupé. Là, on parle de la CNESST, mais Oui. on parle en fait d'une réclamation qui peut être logée à cet organisme. Mais à ce moment-là, l'employé doit quand même, de mon point de vue, faire la démonstration qu'il a contracté la COVID au travail. C'est sûr que s'il contracte la COVID à l'extérieur du travail et qu'il tombe malade et qu'il doit s'absenter, l'employé a le droit de prendre un congé de maladie, Oui. bien évidemment. Oui. Si l'employé est dans un milieu syndiqué, il faut se référer au texte de la convention collective Tout à fait.
qui prévoit les dispositions. Et si la personne n'est pas syndiquée, à ce moment-là, c'est la loi sur les normes du travail qui s'applique et la personne peut s'absenter du travail pour maladie sans salaire. Mais très généralement, ce qui va arriver, c'est que, surtout dans le contexte actuel, eh bien, la personne peut être admissible à la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence, C'est ça. et dans ce cas, toucher une indemnisation de la part du gouvernement pour la période où elle va devoir s'absenter pour cause de maladie. Donc, voilà. Mais il est important pour les employés et les employeurs dans ce contexte-là de discuter de la situation. Oui. Et voilà. C'est sûr que si la contamination survient au travail, il peut survenir un débat. L'employeur pourrait dire, écoutez, moi, j'estime que l'employé ici n'a pas contracté le virus au travail et il appartiendra aux salariés ici à faire la démonstration que telle contamination est survenue au travail. Parfait. Dernière question, Oui, Maître Gros. Je te remercie encore d'être c'est avec un nous plaisir. aujourd'hui. C'est sûr, comme tu as mentionné à plusieurs reprises pendant notre conversation, cette situation est nouvelle, Oui. une pandémie comme ça. Est-ce que vous pensez, et ça c'est une question vraiment personnelle, est-ce que selon votre expérience dans le domaine qui touche au droit de travail, est-ce que vous pensez que ça va créer beaucoup d'enquêtes sur les lieux de travail, beaucoup de plaintes, beaucoup comment dire, d'apparitions en justice, etc. Ou non? On n'a pas besoin de ça, je le sais. Je comprends. Bien, écoutez, c'est difficile à voir présentement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'observe pas une hausse des litiges actuellement là, en lien avec la COVID. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? J'en sais trop. Je n'en sais trop rien, mais j'aimerais bien avoir cette boule de cristal. Mais essentiellement, bon, écoutez, la clé, encore une fois, et je reviens là-dessus, peut-être que je ne réponds pas à votre question, mais la clé, c'est la communication entre les deux parties. C'est très, très, très important de communiquer et de faire preuve de transparence, de bonne foi des deux côtés. Et c'est généralement une des clés de voûte pour éviter justement les litiges de la sorte. Maintenant, j'étais trop jeune, mais lors de la crise du verglas en 98, il y a eu certains litiges qui en ont découlé en droit du travail, mais également dans d'autres domaines du droit. Donc, il est à penser qu'il va y en avoir des litiges. Okay? Donc, est-ce que l'employé a véritablement démissionné ou il a plutôt exercé un congé en vertu de la loi sur les normes? Est-ce que l'employeur a fait un congédiement dans une cause? Bon, c'est toutes des questions qui peuvent se présenter, qui ont comme trame de fond la COVID. Maintenant, est-ce que les dossiers vont exploser? Malheureusement, je n'en sais trop rien. Puis espérons que les gens pourront régler les situations, évidemment, par la communication, mais chacun fait valoir ses droits. L'employé et l'employeur ont des positions respectives et l'idée, c'est de tenter de les concilier le plus possible. D'où l'importance de la communication, comme tu as mentionné. Tout C'est à très fait. important. C'est la clé. Maître Marc-André Groux, donc avocat d'affaires avec le cabinet BCF, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir. Merci à vous encore de l'invitation. Au revoir. Merci.